Tu n'as pas de foyer et je n'ai pas de mère, murmura l'enfant vampire à la femme mourante dans la neige. Et avec ces mots, elle brisa les lois anciennes qui avaient empêché 2 royaumes de faire la guerre. Bienvenue à nouveau, ma belle famille et mes amis. Si vous êtes accro et que vous êtes prêt à apprécier l'histoire, cliquez sur s'abonner et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez, car demain je vous donnerai une autre histoire tout aussi intéressante que celle-ci, et vous ne voulez pas la manquer. Il y a 2 mois, elle avait son propre cottage dans le village. Des patients qui faisaient confiance à ses mains guérisseuses, des voisins qui l'appelaient ami. Puis elle a abrité un étranger blessé dont les yeux brillaient d'un rouge cramoisi à la lumière du feu. Et tout a brûlé. Les chasseurs sont venus. Les villageois ont crié « Traître !» L'étranger a disparu, ne laissant que des cendres et l'exil. Tu as choisi le monstre plutôt que les tiens, avait dit l'ancien, la chassant dans la neige. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi elle avait tout risqué pour un homme mourant qu'elle ne connaissait pas. Probablement jamais. Le bruit de petites bottes sur la plateforme gelée interrompit ses pensées. Elle leva les yeux et vit une petite fille, pas plus de 5 ans, vêtue d'une robe cramoisie sous un fin manteau de laine noire et un bonnet tricoté foncé avec des coutures soignées. Derrière elle, 3 silhouettes émergeaient du sentier enveloppé de brouillard menant à la citadelle lointaine. Un homme grand en armure de minuit, une femme enveloppée de fourrure sombre, et un autre homme dont les yeux brillaient trop fort dans l'obscurité. L'enfant s'arrêta directement devant, l'étudiant avec une intensité troublante. Son visage pâle semblait sculpté par le clair de lune, et ses yeux gris contenaient des siècles qu'il ne devrait pas contenir. « Pleures-tu à l'intérieur » demanda la fille, sa voix calme mais étrangement certaine. « Je pleure aussi à l'intérieur. Tu n'as pas de maison et je n'ai pas de mère. Nous sommes pareils. » Ara cligna des yeux, la gorge serrée. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'enfant tendit un simple sac en papier brun encore chaud. « Tu dois manger. La cuisine en fait trop et je ne peux jamais tout finir. S'il te plaît, prends-le. » L'homme en armure remarqua enfin sa conversation avec les autres, coupant court brusquement. Il traversa la plateforme en 3 enjambées rapides, se positionnant entre sa petite protégée et Ahara, une main se déplaçant instinctivement vers l'épée à sa hanche. « Lady Celine, que vous ai-je dit sur le fait de quitter le domaine ?» Ses yeux gris acier balayèrent, évaluant, calculant, concluant en un clin d'œil. Elle connaissait ce regard. Elle l'avait vu sur tous les visages depuis l'exil. Suspicion automatique, dégoût à peine dissimulé. L'hypothèse que les sans-abri étaient dangereux, endommagés ou méritaient leur sort. « Mes excuses, dit-il sèchement, bien qu'il ne regardât pas une « Celine, nous partons maintenant. » Mais elle a besoin de nourriture, protesta Celine alors qui lui tendait le bras. Elle est seule comme moi. Celine, non. La fille recula, serrant plus fort le sac en papier, sa voix se brisant. La femme solitaire en a besoin. Tu ne vois jamais rien. Aucun de vous ne le fait, tenta de refuser la nourriture, sa voix. C'est bon, ma chérie. Ton gardien t'a raison. Ce n'est pas bon. Celine criait presque maintenant, des larmes coulant sur ses joues de porcelaine. Rien ne va bien. Maman est partie et papa s'est enfermé dans la tour, et tout le monde fait semblant que ça ne fait pas mal, mais ça fait mal. L'homme en armure se raidit. Les 2 autres gardiens se tendirent. Un corps lointain résonna depuis la citadelle, le train de ravitaillement approchant par le col de la montagne. Nous partons maintenant, il souleva Séléné dans ses bras. Elle se débattit et cria, le sac en papier tombant de ses mains sur la pierre saupoudrée de neige. Alors que les lumières du train apparurent à travers la neige tourbillonnante, il attrapa le sac et trébucha vers elle. « Attendez, s'il vous plaît. » Mais l'homme montait déjà dans le dernier wagon, tenant l'enfant en pleurs contre sa poitrine. La femme en première classe lança un regard de pur venin avant de suivre. Séléné pressa son petit visage contre la fenêtre givrée, ses paumes à plat contre la vitre, sa bouche formant des mots qu'on ne pouvait entendre par-dessus le gémissement mécanique du train. Les portes s'étaient fermées. Le train s'éloigna dans l'obscurité. Valra resta seule sur le quai vide, serrant un sac en papier contenant du pain chaud et une flasque de cidre de pomme, ses propres larmes tombant enfin sans retenue sur la neige. Les lumières de la citadelle brillaient au loin comme une couronne d'étoiles qu'elle n'atteindrait jamais. Pendant les nuits suivantes, Séléné Dravant n'avait pas prononcé un seul mot. Lorvon regarda l'enfant pousser son gobelet de sang sur la table à manger, ses yeux fixés sur un point invisible au-delà des fenêtres givrées. Elle ne répondait pas aux questions, ne réagissait pas aux promesses de nouvelles robes ou de voyage au jardin d'hiver, elle secouait seulement la tête ou montrait du doigt quand c'était absolument nécessaire.
Monseigneur, elle doit prendre des forces, insista maîtresse Léora, son calme habituel se fissurant. Cela fait 3 jours qu'elle n'a pas touché de sang ou de nourriture. Sa force s'épuise. Elle boira quand elle en aura besoin, répondit Von, son ton plus dur qu'il ne l'avait voulu. Il était épuisé. La politique de la cour le jour, les pensées obsédantes la nuit, les humeurs de plus en plus volatiles du roi rongeant les nerfs de chacun. Cette scène sur le quai de la gare se rejouait sans cesse dans son esprit. Maman est partie, et papa s'est enfermé dans la tour, et tout le monde fait semblant que ça ne fait pas mal. La fille de 5 ans du roi. Elle avait crié sa plus profonde blessure à une vagabonde sur un quai gelé, et aucun d'eux n'avait réalisé à quel point elle souffrait. Sir Kestorn a paru cet après-midi-là, comme il le faisait toujours après la patrouille de périmètre, son expression troublée. L'enfant est assise à la fenêtre de la tour et depuis l'aube, regardant vers le quai abandonné. Elle tient à nouveau ce sac en papier. Vont faire mal les yeux. A-t-elle mangé quelque chose dedans? Non, elle le tient juste comme si c'était la seule chose qui la maintenait ici. De l'ombre du couloir, la voix du roi vampire coupa le silence comme une lame à travers la soie. Dis-moi encore exactement ce que ma fille a dit à la femme. Von se retourna, trouvant son seigneur émergeant de l'obscurité, pâle, ancien, et pour la première fois depuis des siècles, visiblement effrayé, elle a dit « Tu n'as pas de maison, et je n'ai pas de mère. Nous sommes pareils. » Quelque chose se brisa dans l'expression du roi. Chagrin, reconnaissance, terreur, tout à la fois. Trouvez la femme, ordonna-t-il, sa voix basse et dangereuse. Amenez-la à la citadelle. Elle répondra à moi et à ma fille. Léora s'avança, une alarme clignotant sur son visage. Monseigneur, vous ne voulez sûrement pas faire entrer une vagabonde humaine dans. Elle est déjà là. La voix de Kay était calme mais ferme. Je l'ai fait entrer par l'entrée des domestiques il y a 2 nuits. Elle est sous garde dans les laits. Je ne pouvais pas. L'enfant l'appelle dans son sommeil. Les yeux du roi flamboyèrent de cramoisie. Et vous n'avez rien dit. J'attendais votre commandement, monseigneur. Mais Céline s'éteint. Kali affronta son regard souverain sans ciller. J'ai choisi de préserver la vie de vos héritiers en attendant votre colère. Le silence s'étira entre eux comme une épée tirée. Finalement, le roi vampire parla, sa voix plus douce, alourdie par des siècles de pertes. Amenez-moi la guérisseuse. Il est temps qu'elle apprenne ce que sa miséricorde a vraiment coûté, et ce qu'elle pourrait encore sauver. Alors que Kay descendait les escaliers de la tour pour faire venir Ahara de ses chambres gardées, il se souvint de la première fois qu'il l'avait vue. Non pas sur le quai de la gare, mais des mois plus tôt, dans un village en flammes où elle avait défié tous ses instincts pour abriter un étranger mourant. Il n'était pas là, mais le roi avait raconté l'histoire une fois, ivre de chagrin et de sang, admettant qu'il avait été cet étranger. C'est cette nuit-là que tout avait commencé à se défaire. La nuit où le roi vampire avait appris ce que signifiait devoir une dette à un mortel, et combien cette dette exigerait finalement. Ahara se réveilla dans une chaleur inconnue. Pendant un instant, elle ne put situer où elle se trouvait. La sensation de drap propre contre sa peau, l'absence de vent coupant à travers le tissu, le calme d'une pièce avec de vrais murs. Elle s'assit lentement, son corps endolori par l'épuisement particulier qui vient de survivre trop longtemps avec trop peu. La chambre était petite mais solide, taillée dans une pierre sombre qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Une simple robe grise était posée au pied du lit, bien plus simple que tout ce qu'elle avait vu sur les habitants du château, mais infiniment plus fine que sa robe crème en ruine. Et là, à côté du lit, se trouvait une paire de bottes en cuir, robuste, bien faite, parfaitement à sa taille. Une note pliée reposait dessus. Surplus d'inventaire. C'est la gorge d'Ahara se serra. Elle reconnaissait la pitié quand elle la voyait, mais cela semblait différent, plus comme une reconnaissance. Elle s'habilla rapidement, ses doigts maladroits à cause du froid qui s'était infiltré dans ses os pendant des mois et refusait de partir. Alors qu'elle lassait les bottes, la mémoire l'assaillit. L'étranger était arrivé au crépuscule, s'effondrant contre la porte de sa chaumière avec une blessure qui aurait dû le tuer des heures auparavant. Elle l'avait tiré à l'intérieur sans réfléchir, l'instinct de guérisseuse l'emportant sur le bon sens, et avait commencé à travailler pour arrêter l'hémorragie. « Tu ne devrais pas m'aider », avait-il haleté, ses yeux clignotant entre le brun et quelque chose qui brillait cramoisi à la lumière du feu. « Ils arrivent. »« Alors nous te cacherons », avait-elle dit simplement, tendant la main vers l'Aquilée millefeuille et la consoude, ses mains fermes, même si ses avertissements devenaient plus désespérés. Les chasseurs arrivèrent comme une tempête. Torchés, épées, accusation d'abriter le mal. Elle avait argumenté, plaidé,
juraient que l'homme n'était qu'un voyageur. Mais quand ils avaient forcé l'entrée de l'arrière-salle, il était parti. Disparu comme de la fumée, ne laissant que des couvertures tachées de sang et sa réputation ruinée. Tu as apporté les ténèbres ici, avait dit l'ancien du village. Son visage éclairé par les flammes consumant les maisons de ses voisins dans le chaos. Tu as choisi le monstre. Maintenant, vis avec les conséquences. Il l'avait dépouillé de sa sacoche de guérisseuse, du grimoire de sa grand-mère, de tout sauf des vêtements qu'elle portait et d'une poignée d'herbe. Il l'avait chassé dans la neige avec le mot « traître » brûlant à ses oreilles. La lourde porte s'ouvrit. Kay se tenait sur le seuil, son expression soigneusement neutre. Le roi vous convoque. Le pouls d'Ara s'accéléra. Que veut-il? Des réponses. Ses yeux gris acier se posèrent sur les bottes. Pouvez-vous marcher? Oui. Elle se leva, testant son poids. Les bottes lui allaient parfaitement. Merci pour celle-ci. Il ne la reconnut pas rester prêt. Ne parlez que si on vous adresse la parole. Et quoi que vous fassiez, ne lui mentez pas. Il le saura. Ils marchèrent à travers des couloirs qui semblaient conçus pour intimider. Des plafonds vertigineux, des ombres qui bougeaient étrangement. La sensation omniprésente d'être observé. Maîtresse Léora les rejoignit à une intersection. Son manteau doublé de fourrure balayait le sol, ses yeux sombres évaluant Ara comme on examinerait une tache sur un tissu coûteux. La vagabonde se nettoie passablement, murmura Léora. Bien que je doute que cela ait de l'importance. Assez, dit Kay doucement. Ils entrèrent dans une salle si vaste qu'elle engloutissait le son. Salle du trône ne la décrivait pas tout à fait. C'était une cathédrale de pouvoir, toute de colonnes d'obsidienne et d'obscurité voûtée éclairée par des brassereaux qui brûlaient de flammes trop bleues pour être naturelles. À l'extrémité, élevé sur une estrade de pierre noire, était assis le roi vampire. Lord Von se tenait à côté du trône, sa posture militairement droite. Sa voix résonna dans l'espace. Votre Majesté, je vous présente Morau, l'humaine qui a rencontré Lady Selene sur le quai de la gare. Ses jambes faillirent fléchir alors que la compréhension la submergeait. L'étranger blessé, l'homme qu'elle avait abrité. C'était lui. Le roi vampire se leva lentement, descendant les marches de l'estrade avec une grâce prédatrice. Il était grand, pâle comme l'hiver lui-même, des cheveux sombres tombant sur ses épaules. Mais ce furent ses yeux qui la piégèrent, anciens et brûlants d'un chagrin à peine contenu, la reconnaissance scintillant dans leur profondeur alors qu'il étudiait son visage. « Toi », dit-il doucement, et le mot portait un poids qui pressait contre sa poitrine. « Je t'avais prévenu qu'il viendrait. »« Je me souviens, » murmura-t-elle. « Comprends-tu ce que tu as fait 2 fois maintenant? Tu t'es immiscé dans ma famille. D'abord, en me sauvant la vie alors que tu n'aurais pas dû. Maintenant, quoi que tu aies fait à ma fille, je ne lui ai rien fait. Elle n'a pas parlé depuis des jours. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas utilisé ses pouvoirs depuis la mort de sa mère il y a 5 ans. Puis tu apparais et soudain elle hurle assez fort pour fendre les pierres. Explique. Les mains d'Ara tremblaient. Je ne sais pas, elle m'a approché. Elle a dit que nous étions pareilles, toutes les deux seules. Je ne savais même pas qui elle était. Tu l'as calmée. Von intervint. L'enfant provoquait une tempête psychique et tu l'as arrêté. Comment? Je lui ai juste tenu le visage et je lui ai parlé. Je n'ai pas de magie. Je suis une guérisseuse. Rien de plus. Les guérisseurs ne génèrent pas de lumière dorée. Léora intervint froidement. Les gardes ont rapporté ce qu'ils ont vu. Je ne sais pas ce que c'était. Fissuré. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. Je ne comprends rien à tout cela. J'essayais juste d'aider un enfant effrayé. Le roi s'approcha et elle put sentir le froid émanant de lui. Elle pouvait voir la dangereuse curiosité se mêler à la suspicion dans son expression. Pourquoi étiez-vous près de ma citadelle? Que espériez-vous trouver? Rien. Je n'avais nulle part ailleurs où aller. La plateforme était abandonnée. Je pensais que sa voix se brisait. Je pensais pouvoir m'y reposer sans déranger personne. Je ne m'attendais pas. Les portes massives s'ouvrirent avec un bruit de glace brisée. Séléné courut dans la salle du trône, ses petits pieds nus claquant contre la pierre, sa robe cramoisie en désordre. Derrière elle, 3 serviteurs se précipitaient pour la rattraper.
Leur visage paniqué. Père, non! La voix de Séléné résonna, claire, désespérée, vivante d'une manière que tous dans la pièce reconnaissaient comme impossible. Elle dépassa Von, dépassa Léora, et alla droit vers Ara, jetant ses petits bras autour de la taille de la guérisseuse avec un féroce désespoir. Ne lui faites pas de mal. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Elle est la seule qui me voit. La seule qui ne détourne pas le regard. Les larmes coulaient sur le visage de Séléné alors qu'elle se pressait contre elle. Tout le monde a peur de moi ou est triste à propos de ma mère ou en colère à propos de tout, mais elle m'a regardé comme si j'étais juste une personne. S'il vous plaît, père, s'il vous plaît. Le roi resta figé, quelque chose d'ancien et de soigneusement contrôlé se fissurant dans son expression. Ses mains se portèrent instinctivement pour bercer la tête de Séléné, et cette chaleur dorée vacilla de nouveau, à peine visible. Mais là, les tremblements de l'enfant s'apaisèrent. Sa respiration se régula. La salle du trône retint son souffle. Finalement, le roi vampire parla, sa voix rauque d'une émotion qu'il n'avait pas montrée depuis un demi-siècle. Larenro, par la volonté de ma fille et contre l'avis de tous les conseillers, vous resterez dans cette citadelle. Vous servirez de compagnon à l'héritière. Vous serez logé, nourri et protégé, mais vous serez également constamment surveillé. La protestation de Von mourut sous un regard sévère de son roi. La fureur de Léora était palpable, mais elle s'inclina en signe d'acquiescement. Kay se contenta de hocher la tête, son expression illisible. Trahissez cette confiance. Le roi continua, ses yeux fixés sur elle. Et l'exil sera le sort le plus clément que je vous offrirai. Elle baissa les yeux vers Séléné, qui s'accrochait toujours à elle, puis de nouveau vers le roi qui avait autrefois saigné sur le sol de sa chaumière. Je comprends. Bien. Il se détourna, sa voix caverneuse. Emmenez-les à la Touraie. Céline a besoin de repos. Et que quelqu'un découvre quel genre de magie sommeille dans le sang de cette femme avant qu'elle ne se réveille. Quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Alors que Kay les guidait hors de la salle, Céline murmura à ses côtés. Tu resteras. Promis. La réponse d'Ara fut une prière et un vœu. Je promets. Derrière eux, le roi vampire se tenait seul devant son trône vide, se demandant comment une guérisseuse humaine avait accompli ce que 5 ans d'obscurité n'avaient pas pu faire, faisant parler sa fille à nouveau. Et terrifié par ce que cela pourrait leur coûter à tous. La chambre de la tour était plus petite que les cellules du donjon du roi, soupçonnait-elle, mais elle avait une fenêtre qui, à elle seule, semblait un luxe après des mois de ciel ouvert et sans abri. Ces quartiers jouxtaient les chambres de Céline par une porte communicante qui n'était jamais verrouillée. L'insistance de l'enfant n'était pas négociable. Lors de sa 3e nuit, elle se réveilla au son de bottes dans le couloir. Elle entr'ouvrit sa porte pour trouver Sir Kestorn prenant position à l'extérieur, s'installant dans l'alcôve de pierre avec l'aisance d'une personne habituée aux longues veilles. « Vous n'avez pas à me garder, murmura-t-elle. Je ne vais nulle part. Je sais. Ses yeux ne quittèrent pas le couloir. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Elle comprit alors. Il ne la retenait pas. Il gardait les autres à l'extérieur. Les jours prirent un rythme qui semblait à la fois étrange et nécessaire. Le matin, elle trouvait Céline déjà éveillée, assise à sa fenêtre, regardant l'aube se lever sur la montagne gelée. L'enfant parlait rarement au début, mais elle se penchait contre elle quand la guérisseuse s'asseyait à ses côtés, et c'était son propre langage. « Puis-je te tresser les cheveux ?» demanda-t-elle un matin, sortant un peigne en bois de sa sacoche. L'une des rares possessions qui lui avait été rendue. Les yeux de Céline s'écarquillèrent. « Maman le faisait. Je sais que nous n'avons pas à le faire si s'il te plaît. » Le mot était à peine audible. Alors elle la peigna et tressa, ses doigts doux, enseignant le motif à Céline. 3 brins par-dessus et par-dessous comme pour tresser un panier. Ma grand-mère m'a appris ça quand j'avais ton âge. Parle-moi d'elle, murmura Céline. Et elle raconta des histoires de jardins d'herbe et de festivals de village, de remèdes et de voisins rieurs. Un monde qui ressemblait maintenant à un conte de fées, lointain et impossible. Céline buvait chaque mot, avide d'une normalité qu'elle n'avait jamais connue. L'après-midi, elle préparait des tisanes, camomille et lavande, menthe et églantier, tout ce qui était chaud et doux. Céline tenait la tasse dans ses petites mains, inhalant la vapeur, parfois même sirotant malgré les serviteurs insistants sur le fait que l'air nécessitait du sang pour la subsistance. Ça sent l'été, dit Céline une fois, avec un émerveillement dans la voix. Ça a le goût de la paix, répondit-elle. Les cauchemars venaient après minuit.
Céline se réveillait en hurlant, ses pouvoirs crépitant dans la pièce, le givre rampant sur les murs, les ombres se tordant, la pression de l'air chutant jusqu'à ce que les oreilles se bouchent. La première fois, 3 gardes firent irruption, armes au poing. Mais elle serra simplement l'enfant dans ses bras, fredonnant doucement et régulièrement, cette chaleur dorée s'écoulant sans y être invitée de sa poitrine. En quelques instants, la tempête se calma. Céline s'accrocha à elle, sanglotant sur son épaule. Maman est partie, et elle ne reviendra jamais, haleta l'enfant. Tout le monde dit que le temps guérit, mais ce n'est pas vrai. Ça devient juste plus calme. Et le silence est pire parce qu'alors je peux entendre à quel point tout est vide. Je sais. Héra murmura, la berçant doucement. Je sais, petite. Je sais. Après cela, les gardes cessèrent d'entrer. Ils se tenaient simplement dehors, écoutant la voix apaisée, ce que 5 ans de présence vampirique n'avaient pu faire. La cour le remarqua. Des murmures la suivaient dans les couloirs où elle était rarement autorisée à marcher. Lorsqu'elle accompagnait Célène au conservatoire ou à la bibliothèque, les nobles interrompaient leur conversation, leurs yeux la suivant avec des expressions allant de la curiosité au mépris. L'animal de compagnie humain, murmura quelqu'un à son passage, corrompant l'air avec la faiblesse mortelle, ajouta une autre voix, délibérément assez forte pour être entendue. Lady Vespée, une noble mineure avec des ambitions pour la faveur du roi, barra le chemin un après-midi. Dis-moi, guérisseuse, ronronna-t-elle. Ses crocs étaient visibles dans son sourire. Quel sort as-tu utilisé pour piéger un enfant en deuil? Ou ta magie est-elle plus banale? Ses yeux parcouraient la robe simple d'Ara avec un dédain manifeste. Je n'utilise aucun sort, madame, seulement la gentillesse. Comme c'est charmant. Vespée se pencha, son souffle froid contre l'oreille d'Ara. La gentillesse ne te protégera pas quand la cour décidera que tu es un fardeau, et nous éliminons toujours les fardeaux. Ara tint bon, bien que son pouls battait la chamade. Alors je suppose que nous verrons combien de temps la gentillesse dure face à la cruauté. Le rire de Vespée était aussi aigu que du verre brisé. Pas longtemps, je vous assure. La surveillance de maîtresse Léora était plus subtile, mais bien plus dangereuse. Ara apercevait des reflets d'elle qui ne correspondaient pas tout à fait à la réalité. Les serviteurs posaient des questions apparemment innocentes. De quoi parlait Lady Céline? Quelles histoires racontait-elle? A-t-elle déjà discuté du roi? Une fois, elle trouva une mèche de ses propres cheveux soigneusement placée sur son oreiller, un message que sa chambre avait été fouillée pendant qu'elle dormait. Elle n'en parla à Céline. Le bonheur de l'enfant était trop fragile, trop nouveau. Le roi vampire restait distant, mais omniprésent. Son regard depuis les balcons ombragés quand elle lisait à Célène dans la bibliothèque. Elle l'apercevait aux intersections des couloirs, son expression illisible avant qu'il ne se détourne après avoir passé la chambre du conseil. Elle entendit sa voix. Je me fiche de ce que dicte la tradition. Ma fille parle à nouveau. Cela met fin à la discussion. Leur première véritable interaction eut lieu par accident. Elle cueillait des pétales de rose de givre dans le conservatoire lorsque le roi entra, sa main gauche enveloppée dans un tissu taché de sang. Il se figea en la voyant. Vous êtes blessé, dit-elle avant de se raviser. Ce n'est rien, une escarmouche frontalière. Mais sa mâchoire était serrée de douleur. Puis-je? Elle fit un geste vers sa main. Pendant un long moment, il se contenta de la fixer. Puis, inexplicablement, il l'a étendue. Il a déballé le tissu avec précaution. La blessure était superficielle, mais imprégnée de quelque chose de toxique. Du fer peut-être, ou de l'argent béni. Elle l'a nettoyé avec de l'eau distillée de sa sacoche, puis a pressé une pâte de hiéro et de consoude contre sa paume. Cette chaleur dorée a de nouveau vacillé, et le roi a inspiré brusquement. Qu'est-ce que c'est? Sa voix était rauque. Je ne sais pas, a-t-il admis. Cela n'est apparu que depuis Sainte-Line. Ses yeux sombres ont scruté son visage, et le silence s'est étiré entre eux, chargé, dangereux, plein de questions qu'aucun des deux ne pouvait poser. De si près, elle pouvait voir le chagrin gravé sur ses traits, la solitude qui reflétait la sienne. Tu m'as sauvé la vie une fois, dit-il doucement. Je ne t'ai jamais remercié. Tu étais en train de mourir. Je suis une guérisseuse. Il n'y a rien à remercier. Il y a tout à remercier. Ses doigts se sont légèrement recroquevillés sous les siens. Et tout à craindre.
Avant qu'elle ne puisse répondre, il s'est retiré, enveloppant sa main lui-même. Tu devrais retourner auprès de Céline. Elle s'inquiète quand tu es parti trop longtemps. Toi aussi, dit-elle doucement. Son dos s'est raidi, mais il ne l'a pas nié. Il est simplement parti, la laissant seule parmi les rogivrés, ses mains encore picotantes de son toucher. Ce soir-là, leurs vont la accoster dans le couloir devant ses appartements. Tu te fais des ennemis, guérisseuse. Sa voix était basse, presque gentille, des ennemis puissants. Je ne fais que prendre soin d'un enfant. Tu perturbes des siècles d'équilibre soigneusement maintenus. La cour voit de la faiblesse dans la tolérance du roi à ton égard. Ses ennemis y voient une opportunité. Et toi, il a fait une pause, la regardant avec une sorte de pitié. Tu vois un homme solitaire et une fille sans mère. Tu ne vois pas les couteaux qui s'aiguisent dans l'obscurité. Que voudrais-tu que je fasse? La voix d'Ara tremblait. Abandonne-la. Elle se brisera si je pars. Alors vous vous briserez toutes les deux quand la cour forcera la main du roi. Pars ce soir. Je peux organiser un passage au-delà des montagnes. Tu seras libre et Céline souffrira, mais elle survivra. Non. Le mot était ferme. Je lui ai promis de rester. L'expression de Von s'est durcie. Alors tu as choisi d'être un pion dans un jeu. Tu ne comprends pas. Quand le plateau sera vidé, ne dis pas que tu n'as pas été prévenu. Il la laissa là, ses mots résonnant dans le froid. Incapable de dormir, elle erra dans les tours et les niveaux inférieurs. Dans une galerie oubliée, elle le trouva. Un portrait de la défunte reine, conservé sous la poussière et le clair de lune. La femme était belle, pâle et royale, ses cheveux sombres cascadant sur ses épaules. Les traits de Céline s'adoucirent de chaleur au lieu de chagrin. Mais ce furent ses yeux qui lui coupèrent le souffle. Gris vert moucheté d'or, la teinte exacte qui fixait Tahara dans chaque miroir. Sous le portrait, une plaque rouge disait « Reine Isara Dravan, épouse bien-aimée, gardienne de la dernière lumière de l'aube ». La dernière lumière de l'aube. La même phrase avait été murmurée dans ses rêves depuis son entrée dans la citadelle. Ses mains tremblèrent alors qu'elle traçait le cadre, une terrible suspicion prenant racine. Qui avait-elle vraiment été avant le village, avant l'exil? Et qu'avait protégé la reine en mourant? Ara resta devant le portrait jusqu'à ce que l'aube saigne à travers les fenêtres de la galerie, essayant de concilier l'impossible similarité. Quand elle retourna enfin dans ses appartements, elle trouva Céline éveillée, assise dans l'obscurité d'avant l'aube. « Tu l'as trouvé ?» dit l'enfant doucement. Le portrait de mère, Céline. Tu à ses yeux. La voix de Céline ne contenait aucune accusation, seulement de l'émerveillement. Je l'ai remarqué la première fois que je t'ai vu. C'est pourquoi je savais que tu étais en sécurité. Avant elle. Que te souviens-tu de ta mère? La chaleur. Sa voix qui chante de vieilles chansons. L'odeur qu'elle avait, comme la pluie d'été même en hiver. Les petits doigts de Céline se tordirent dans sa chemise de nuit. Et la nuit où elle est partie, il y a eu tellement de cris. Père m'a dit qu'elle était partie pour me protéger. Mais il n'a jamais dit de quoi? Il ne dit jamais rien. Peut-être qu'il essaie de te protéger. Peut-être qu'il a juste peur. Les yeux anciens de Céline rencontrèrent les siens. Viendras-tu quelque part avec moi? Quelque part où je n'ai jamais été autorisé à aller. Elles attendirent que la rotation de la garde change. Case fut remplacé par un jeune vampire, moins attentif aux mouvements de l'air. Céline la guida à travers des passages de serviteurs, le long de couloirs qui devenaient progressivement plus froids jusqu'à ce qu'elles atteignent une porte scellée par des chaînes qui brillaient faiblement de sorts de protection. Le salon de mère, murmura Céline. Père l'a verrouillé le jour de sa mort. Personne n'y est entré depuis. Céline, si c'est scellé. Mais l'enfant pressa sa petite paume contre la porte et les chaînes se dissolurent comme la gelée matinale. Il n'a jamais pensé à le protéger contre moi. Il ne pense jamais que je suis assez forte pour quoi que ce soit. La porte s'ouvrit avec un son comme un souffle expiré. Le salon était conservé dans l'ambre, intact, inchangé, comme si la reine pouvait revenir à tout moment. Des livres étaient ouverts sur des tables de lecture. Une broderie était tendue sur un cadre. Aiguilles toujours enfilées. Une tasse de thé à moitié pleine reposait sur le rebord de la fenêtre, son contenu cristallisé depuis longtemps. Mais c'était l'atmosphère de la pièce qui faisait frissonner la peau.
La magie saturait l'air comme l'électricité statique avant l'éclair. Vieux, patient et en attente. J'avais l'habitude d'entendre sa voix de l'extérieur, dit Sélénée, debout sur le seuil. Elle chantait les berceuses qu'elle me chantait. Mais je n'ai jamais été assez courageuse pour entrer. Pas seule, elle leva les yeux verts. Viendras-tu avec moi? L'instinct a crié. Attention, mais elle a pris la main de Sélénée. Au moment où le pied a franchi le seuil, le monde s'est fracturé. La lumière a explosé derrière ses yeux, dorée, aveuglante, ancienne. Le solaire s'est dissous dans la mémoire et se noyait dans le passé de quelqu'un d'autre. Une version plus jeune d'elle-même, 18, peut-être 19 ans, broyant des herbes dans le cottage de sa grand-mère. Nuit. On frappe à la porte. L'étranger blessé trébuchant à l'intérieur, les yeux clignotant entre le brun humain et le cramoisi inhumain. S'il vous plaît, Altatéil. Il me chasse juste jusqu'à l'aube. Ses mains travaillaient rapidement, pensant des blessures impossibles. Les avertissements de sa grand-mère concernant l'hébergement du surnaturel oublié face à la souffrance. Puis la porte a explosé vers l'intérieur. L'armure des chasseurs, les croix flamboyantes, les armes d'argent tirées. Là, le vampire et la sorcière qui l'abritent. Jeune recula, terrifié alors qu'ils avançaient. L'étranger était trop blessé pour se battre, essayant de se lever et échouant. Puis une femme apparaissant comme un éclair féchère. Cheveux foncés, yeux gris verts, puissance rayonnant d'ailes par vagues qui firent trébucher les chasseurs. Vous ne les toucherez pas, ordonna la femme, se plaçant entre les chasseurs et l'un d'eux. Reine Isara, vous défendez ce monstre. Je défends ceux qui font preuve de miséricorde quand les autres ne montrent que de la cruauté. La voix de la reine était un tonnerre. Retirez-vous ou affrontez-moi. Ils ont attaqué. 3 chasseurs avec des lames bénies, se déplaçant en coordination entraînée. La reine se battait avec une magie qui chantait comme l'aube se levant. Lumière et fureur, protection et vengeance entrelacées. Elle les repoussa, vers la porte brisée. Mais un chasseur a percé, sa lame visant le cœur de la jeune femme. La reine bougea plus vite que la pensée, prenant l'argent béni à travers sa propre poitrine à la place. Elle tomba avec une grâce terrible, le sang se répandant sur sa robe comme des ailes sombres. Cours, lui murmura-t-elle alors même que la vie inondait ses yeux. Il viendra te chercher. Laisse-le. Tu es la clé de tout. L'étranger, le roi, retrouva enfin sa force. La rage l'emportant sur la blessure. Ce qu'il fit ensuite au chasseur fut une violence pure, terrifiante et absolue. Puis il berça la reine, son hurlement angoissé secouant les fondations du cottage. Je l'ai vue. Non, je sais. Mais elle était déjà partie et la jeune femme courait. Sa grand-mère la tirait loin d'elle. Une magie qu'elle ne comprenait pas brûlait dans ses veines. Les derniers mots de la reine résonnaient. Tu es la clé. Elle fut ramenée brutalement au présent, haletante, s'effondrant à genoux sur le sol solaire. Céline était immédiatement à ses côtés, ses petites mains sur son visage. Que s'est-il passé? Tes yeux, ils brillaient. Ta mère s'étouffa. Elle est morte à cause de moi. Les chasseurs. Ils sont venus chercher le roi quand il était blessé. Quand je l'ai abrité, et elle a pris la lame destinée à moi. De quoi parles-tu? La voix de Céline se brisa d'une confusion et d'une peur. La magie du solaire a de nouveau déferlé, et soudain la pièce s'est animée. Des bougies s'allumant de flammes bleues, des ombres se tordant sur les murs, des murmures d'une voix de femme morte. Protégez-la. Protégez-les tous les deux. La lignée doit survivre. Qu'est-ce que c'est? Le rugissement du roi brisa le moment. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux flamboyants de cramoisi, le pouvoir émanant de lui en vagues de fureur à peine contenues. Derrière lui, Von et Léora se précipitèrent pour le rattraper. Père, commença Céline. Comment osez-vous entrer dans cette pièce? Il s'avança vers eux, sa voix tremblante de rage et de chagrin. Cet endroit est sacré, scellé. Vous n'avez aucun droit. Elle avait tous les droits. Elle se leva, se plaçant entre lui et Céline, cette chaleur dorée s'enflammant instinctivement. C'est la chambre de sa mère. Elle mérite de savoir ce qui s'est passé. Vous ne savez rien de ce qu'elle mérite. La voix du roi se brisa. J'ai passé 5 ans à la protéger de la vérité. Vous avez passé 5 ans à la laisser se noyer dans le silence.
La magie d'Ara brûlait plus fort maintenant, répondant à son émotion. Elle pense que sa mère l'a abandonnée. Elle croit que vous la blâmez pour. Je me blâme moi-même. La confession lui échappa comme une blessure qui se rouvre. Je l'ai vu mourir parce que j'étais faible. Parce que j'ai cherché refuge là où je n'avais pas le droit parce que je... Il s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur elle avec une reconnaissance soudaine et terrible parce que j'ai apporté la mort à la porte d'une guérisseuse, à votre porte. La réalisation planait entre eux comme une lame. Tu te souviens, murmura-t-elle. Tu savais depuis le début qui j'étais. Pas avant de te voir sur cette plateforme. Pas avant de voir ses yeux. Sa voix tomba à quelque chose de brut et de brisé. Les mêmes yeux qui ont vu ma femme mourir. Les mêmes yeux pour lesquels elle a donné sa vie afin de les protéger. La magie solaire a éclaté. Les bougies explosant en piliers de flammes. Le givre s'étendant sur les fenêtres. Les ombres se coalesçaient en figures à moitié formées. Il y avait du pouvoir et les enchantements résiduels de la pièce se nourrissaient les uns des autres, s'emballant hors de contrôle. Arrêtez ça, ordonna le roi. Quelle que soit la magie que vous maniez, je ne sais pas comment. Les mains d'Ara brillaient maintenant, une lumière dorée jaillissant de ses paumes. Je ne comprends rien à tout ça. Je ne suis qu'une guérisseuse. Je ne le suis pas. Tu es la dernière lumière de l'aube. La voix de Léora coupa le chaos, perçante de réalisation et de peur. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les yeux écarquillés. La prophétie, l'héritière liée à une mage mortelle qui porte la magie de la reine dans sa lignée. Tu n'es pas n'importe quelle guérisseuse, ton sang. C'est impossible, souffla Avon. La reine n'avait plus de frères et sœurs maintenant. Des cousins, dit le roi d'une voix creuse, les pièces se mettant en place. Isara avait des cousins dispersés dans les villages humains. Elle ne m'a jamais dit lesquels. Elle a dit que c'était plus sûr si je ne savais pas. Ses yeux fixés sur Ara avec une nouvelle horreur. Si la cour découvre que vous portez du sang royal, même dilué, ils la verront comme une menace pour le trône, termina Léora. Son expression passa du choc au calcul ou à un outil pour contrôler l'héritière. Personne n'en parle, ordonna le roi, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. Personne. Cette conversation, cette révélation, elle meurt ici. Mais Céline regardait les larmes couler sur son visage. Maman t'a sauvé. Elle est morte en te protégeant. Je suis tellement désolée, murmura-t-elle, la culpabilité lui écrasant la poitrine. Je suis tellement désolée. Céline lui jeta les bras autour de la taille, sanglotant. Elle t'a sauvé pour que tu puisses me sauver. Tu ne vois pas? Tu es le cadeau qu'elle a laissé derrière elle. La magie du solaire commença enfin à se calmer, se déposant comme de l'eau agitée. Mais le mal était fait. Alors que Léora reculait dans le couloir, son esprit déjà en ébullition sur la façon de militariser cette connaissance, elle rencontra le regard du roi par-dessus la tête de sa fille. Ils savaient tous les deux que tout venait de changer, et que plus rien ne serait jamais sûr. L'envoyé de la maison Curvinus arriva 3 jours après l'incident solaire, et avec lui vint l'odeur de la guerre. Elle regarda depuis la fenêtre de la tour de Sélène la procession entrer dans la citadelle. Des carrosses noirs tirés par des chevaux dont les yeux brillaient de rouge au crépuscule, des gardes en armure qui semblaient boire la lumière plutôt que la refléter. Au centre de la route, Lord Corvinus lui-même, ancien et cruel, sa réputation le précédant comme une ombre. Père a peur, murmura Céline à côté d'elle. Je peux le sentir à travers les murs. Comment peux-tu le savoir? La citadelle se souvient des émotions. La pierre retient mieux la peur que la mémoire. Les doigts de l'enfant agrippèrent le rebord de la fenêtre. Quelque chose de grave arrive. Elle n'avait pas tort. Les portes de la salle du conseil étaient épaisses, mais les voix fortes les traversaient néanmoins. Ara passait avec Case. Il avait pris l'habitude de l'escorter partout depuis le salon, quand les mots de leur Corvinus résonnèrent clairement. L'héritière est compromise, Dravant. 5 ans de silence, maintenant une parole soudaine, mais seulement à un humain. Cette faiblesse invite au défi. Ma fille n'est pas faible. La voix du roi était d'un calme mortel. Alors prouvez-le. Produisez un héritier stable, non contaminé par l'influence mortelle. Ou cédez la place à quelqu'un qui peut maintenir la pureté de la lignée. Est-ce une menace? C'est une réalité politique. Les autres maisons murmurent de rébellion. Ils disent que vous êtes devenu mou.
que vous avez laissé une guérisseuse humaine ensorceler votre enfant et par extension vous ensorceler. Je suis venu par courtoisie pour vous suggérer de rectifier la situation avant que le conseil ne le fasse pour vous. Le silence s'étira comme une lame tirée. Case murmura, que veut-il dire par rectifier? La mâchoire du chevalier se serra. Rien de bon. Venez, vous ne devriez pas entendre cela. Mais elle en avait déjà assez entendu. Le festin fut annoncé ce soir-là, une réception formelle pour la maison Corvinus et les nobles assemblés, présence obligatoire pour tous les courtisans. Et à la surprise de tout le château, Aram fut convoqué à la demande personnelle du roi. C'est un test, dit Von d'un ton sec, apparaissant à ses portes avant l'événement. Il force la cour à reconnaître votre présence, à accepter que vous ayez sa protection. C'est soit brillamment stratégique, soit catastrophiquement insensé. Que dois-je faire? Survivre à la nuit sans leur donner de munitions. Ses yeux étaient durs. Ne parlez que si on vous parle. Restez près de Céline. Et pour l'amour de Dieu, ne montrez aucune magie. Une robe arriva 1 heure plus tard. Soie bleu nuit avec broderie argentée, plus fine que tout ce qu'elle avait jamais touché. Pas de mots, mais elle savait qu'il avait envoyé. La coupe était parfaite, comme si elle avait été faite spécifiquement pour ses mesures. Quand Case vint l'escorter, son expression changea légèrement. Vous avez l'air terrifié, répondit-il. Régal, corrigea-t-il doucement. N'oubliez pas, je serai posté le long du muret. Si quelque chose ne va pas, trouvez-moi. Je ne les laisserai pas vous toucher. La grande salle avait été transformée en quelque chose d'un cauchemar habillé de faste. Des bougies brûlaient dans des lustres en cristal, projetant des ombres dansantes sur des tables chargées de délices, mortelles et non. Des nobles en soie et en acier encombraient l'espace, leur conversation s'éteignant à son entrée. Elle sentit tous les regards suivre sa progression à travers la pièce. Céline était assise à la table d'honneur entre son père et une chaise vide clairement destinée à l'enfant. Le visage de l'enfant s'illumina quand elle la vit, mais l'expression du roi resta soigneusement neutre, bien que quelque chose vacilla dans ses yeux sombres quand ils rencontrèrent les siens. Ladia, dit-il formellement, se levant pour lui tirer sa chaise lui-même. Le geste scandalisa la moitié de la pièce. Veuillez vous asseoir, Lord Corvinus, assis en face, sourit comme un loup. C'est donc la fameuse guérisseuse. Comme c'est charmant, Lord Corvinus. Ara réussit à parler, la gorge sèche. Dis-moi, jeune femme, quel sort as-tu utilisé pour captiver si profondément notre roi et son héritier? J'ai vécu 8 siècles et je n'ai jamais vu la magie humaine fonctionner aussi efficacement. Je n'ai utilisé aucun sort, monseigneur, seulement de la gentillesse. Son rire était glacial. Gentillesse. Comme c'est mortel. Ses yeux glissèrent vers le roi. Est-ce vraiment sur cela que tu mises ton trône, Dravan? La gentillesse mortelle. Je mise mon trône sur le bien-être de ma fille. Le roi répondit, sa voix douce et mortelle, ce qui s'est considérablement amélioré depuis l'arrivée de Lady Ara. Amélioré? L'enfant parle à un humain et soudain elle est stable. Que se passe-t-il quand l'humain meurt comme le font les mortels? Ton air se brisera-t-il à nouveau? La main de Céline trouva celle d'Ara sous la table, la serrant fort. Ce que le roi dit avec finalité n'est pas votre affaire. Tout au long du dîner, Ara sentit le poids de l'attention et du jugement. Lady Vaspé murmura assez fort pour être entendue. Je me demande si elle réchauffe son lit aussi bien qu'elle apaise son enfant. D'autres nobles étaient moins subtils dans leur mépris, refusant de lui passer des plats ou lui tournant le dos lorsqu'elle tentait une conversation polie. Mais il y eut des moments électriques et dangereux, où la main du roi effleurait la sienne, cherchant du vin. Quand leurs yeux se rencontraient par-dessus la tête endormie de Céline et se maintenaient plus longtemps que nécessaire, quand elle sentait le poids total de son attention comme la lumière du soleil après des années d'hiver. Tu gères cela mieux que je ne l'espérais, murmura-t-il pendant un de ces moments. Je suis excellente pour faire semblant de ne pas me noyer, murmura Ara en retour. Quelque chose qui ressemblait presque à un sourire effleura son visage. Moi aussi. Après le dîner, tandis que les nobles dansaient et complotaient, Von la coinça dans une alcôve. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, dit-il sans préambule. Il y a 5 ans, j'ai prêté serment de protéger la reine Isara. J'ai échoué. Elle est morte parce que je n'étais pas là quand elle avait le plus besoin de moi. Sa voix était rauque de vieille culpabilité. Je n'échouerai plus. Je ne comprends pas. Je protégerai ce trône.
Je protégerai Céline même si cela signifie te sacrifier. Ses yeux étaient douloureux mais résolus. Si le choix se présente entre ta vie et la stabilité de ce royaume, je choisirai le royaume. J'ai besoin que tu le saches. Je comprends. Je ne pense pas que tu le fasses, mais tu le feras. Plus tard, Kais la trouva sur un balcon, cherchant de l'air. Vont à parler. Il est loyal à la couronne. Nous le sommes tous. Mais la loyauté prend différentes formes. Kais s'appuya contre la balustrade. La mienne dit que si cette cour se retourne contre toi, vraiment, je te ferai sortir. Même si cela me coûte tout. La reine m'a demandé de protéger ce qu'elle aimait, quelques instants avant de mourir. Cela vous inclut. La gorge d'Ara se serra. Vous me connaissez à peine. J'en sais assez et je sais ce qui s'en vient. Il jeta un coup d'œil au festin. Surveillez Léora. Elle a parlé au roi toute la nuit. En effet, alors que le festin se terminait, j'aperçus Léora et le roi en pleine discussion animée près du trône. Elle n'entendait pas les mots, mais les gestes de Léora étaient emphatiques, urgents. L'expression du roi s'assombrissait à chaque instant. Finalement, sa voix s'éleva suffisamment pour être entendue. Je ne la retirerai pas. La discussion est close. La réponse de Léora fut plus calme, mais j'en saisis des fragments. Des ennemis l'utilisant contre vous. La prophétie. Sacrifice de sang. La main du roi frappa le bras du trône. Assez. Incapable de dormir plus tard, elle erra dans les couloirs. Elle n'aurait pas dû, mais l'agitation la poussa vers les voix qui résonnaient du bureau du roi. La porte était entr'ouverte, et elle reconnut les tons graves de Von. La prophétie est explicite, mon seigneur. Le mage mortel lié à l'héritier brisera le trône par la trahison ou le préservera par le sacrifice de sang. Chaque voyant que nous avons consulté s'accorde à dire que sa présence remplit la première condition. Je connais la prophétie. Le roi semblait épuisé. Alors vous savez qu'un des deux résultats est inévitable. Soit elle vous trahit délibérément ou non et mène le royaume à la ruine, soit elle meurt pour le sauver et peut-être Céline avec lui. Il doit y avoir un autre moyen. Il n'y en a jamais. Pas avec des prophéties aussi anciennes. Von fit une pause. La question est, quand le moment viendra, pourrez-vous faire le choix? Pouvez-vous la sacrifier si cela signifie sauver Céline? Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Elle recula lentement, le cœur battant. Elle atteignit ses appartements et ferma la porte avant que ses genoux ne cèdent. La prophétie exigeait du sang. Soit elle les détruirait par la trahison, chose qu'elle ne pourrait jamais imaginer faire, soit elle mourrait pour les sauver. Elle pensa à la petite main de Céline dans la sienne, aux yeux hantés du roi, à la reine qui avait donné sa vie pour protéger une étrangère. Si ce choix se présentait, elle savait déjà ce qu'elle choisirait. Elle espérait seulement avoir le courage quand le moment arriverait. Devant sa fenêtre, des nuages d'orage s'amoncelaient sur les montagnes et quelque part dans la citadelle, des ennemis aiguisaient leurs couteaux dans l'obscurité. L'orage qu'elle avait senti se rassembler éclata finalement 3 jours après le festin. Elle se réveilla pour trouver sa porte non gardée par Kais, mais par 2 vampires inconnus dont les expressions promettaient la violence. Quand elle essaya de partir pour la routine matinale de Céline, ils croisèrent leurs lances. « Vous devez rester ici jusqu'à ce que vous soyez convoqués », dit l'un d'eux d'un ton sec. « Par ordre de qui ?»« Les rois. » La peur s'enroula dans son estomac. À travers la porte communicante, elle entendit Céline l'appeler, confuse et effrayée. « Pourquoi ne vous laisse-t-il pas passer ?»« Je suis là, petite, » rappela-t-elle, pressant sa paume contre la porte. « Je suis juste ici. » Mais même en parlant, elle sentit des gardes emmener Céline, les protestations de l'enfant s'estompant dans le couloir. 1 heure plus tard, Von arriva pour l'escorter, non pas à Céline, mais à la salle du conseil. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Son visage était de pierre. Des preuves ont fait surface. Des preuves sérieuses. Le roi les entendra en conseil. Il fit une pause, quelque chose scintillant dans ses yeux. Pour ce que ça vaut, j'espère que vous pourrez le réfuter. La salle du conseil était bondée de nobles, tous affichant des expressions allant de la vindication à une joie à peine dissimulée. Lord Corvinus était assis au premier rang, son sourire assez aiguisé pour couper. Léora se tenait à côté du trône du roi, son visage soigneusement arrangé en signe d'inquiétude. Le roi lui-même ressemblait à l'hiver incarné, froid, distant,
ses yeux refusant de la rencontrer alors qu'elle était conduite devant l'assemblée. Mororow vint annonça formellement « Vous êtes accusé de trahison envers la couronne ». Les mots frappèrent comme des coups physiques. « Quoi ? Non, je me tais. » La voix du roi coupa sa protestation. « Vous parlerez quand cela vous sera permis. » Léora s'avança, tenant un dossier relié en cuir. Il y a 3 nuits, lors de la visite de Lord Corvinus, des renseignements militaires cruciaux ont été volés aux archives royales. Plans de bataille, fortifications frontalières, routes d'approvisionnement, informations qui pourraient compromettre nos défenses si elles tombaient entre les mains de l'ennemi. Je n'ai jamais été aux archives royales, dit-elle désespérément. Je ne sais même pas où ceux-ci ont été trouvés dans vos appartements ce matin. Léora sortit une liasse de documents, chacun marqué d'un sceau de couronne caché sous votre matelas. C'est impossible. Je n'ai pas. Quelqu'un les a plantés. Et ceci. Léora brandit une petite fiole de cristal remplie de liquide sombre. Du sang royal récolté de la propre lignée du roi. Utilisé dans les rituels de magie du sang pour traquer, maudire ou contrôler. Trouvé dans votre sacoche d'herbe. Je suis une guérisseuse, pas une mage de sang. Je ne ferai jamais ça. De plus, Lord Corvinus intervint en douceur. Mes gardes ont vu une silhouette encapuchonnée correspondant à votre description rencontrer des émissaires de la maison Malachar dans la ville basse la nuit dernière. La maison Malachar, qui se positionne pour une guerre civile. La silhouette a accepté un paiement en argent. J'étais dans mes appartements la nuit dernière. Les gardes devant ma porte peuvent le confirmer. Les gardes rapportent que vous êtes allé vous coucher à minuit. Léora a dit que la réunion a eu lieu à 2 heures du matin. Beaucoup de temps pour s'échapper par les passages de service que vous avez été vu utiliser avec Lady Soline. La pièce tourna. C'était trop coordonné, trop minutieux. Elle trouva Léora et vit le froid calcul là. Elle jouait depuis le début. Votre Majesté. Elle se tourna vers le roi, la voix brisée. S'il vous plaît, vous me connaissez. Vous avez vu qui je suis avec Soline. Je ne vous trahirai jamais, ne ferai jamais de mal. Ce que j'ai vu, dit le roi, et sa voix était lointaine, terrible, et exactement ce que la prophétie avait prédit. Une mage mortelle qui détruirait le trône par trahison ou le sauverait par sacrifice. Il semble que nous ayons notre réponse. Non. Le mot était à peine un murmure. Vous ne pouvez pas croire ça. Vous ne pouvez pas. Pendant un instant, leurs yeux se rencontrèrent, et dans les siens, elle ne vit pas de certitude, mais un doute et une peur terrible et angoissant. La peur de la prophétie, la peur de se tromper, la peur de ce que l'aimé pourrait coûter. Les preuves sont claires, dit-il, et chaque mot semblait lui être arraché. Vous êtes par la présente confiné à vos appartements sous garde jusqu'à ce que je puisse déterminer ce qui est approprié. Père, un eau solenne fit irruption par les portes du conseil. Son petit visage était inondé de larmes. Qu'est-ce la poursuivante en s'excusant? L'enfant courut droit vers les gardes qui l'interceptèrent. Elle ne l'a pas fait. Soline cria, luttant contre les mains qui la retenaient. Elle ne le ferait pas. Elle est bonne. Elle est la seule bonne chose. Soline, ça suffit. L'ordre du roi était d'acier. Vous êtes trop jeune pour comprendre. Je comprends que vous ayez peur. La voix de Soline se brisa de rage et de chagrin. Vous avez peur comme vous aviez peur quand maman est morte, alors vous repoussez tous ceux qui vous font ressentir quelque chose. Vous me l'avez fait et maintenant vous le lui faites. Le roi tressaillit comme s'il avait été frappé. Votre Majesté, dit Léora d'une voix douce. L'enfant est clairement trop attaché pour entendre raison. Peut-être Ladia devrait-elle être confinée ailleurs. Loin d'elle, elle reste dans la tourée, dit le roi durement. Sous garde. Pas de visiteurs, y compris Soline. Je l'interrogerai davantage quand sa voix faiblit. Quand je pourrai penser clairement, vous faites une erreur, dit-elle, les larmes coulant maintenant. S'il vous plaît, faites confiance à ce que vous savez, pas à ce que vous craignez. Mais il s'était déjà détourné, sa main agrippant le trône comme s'il allait s'effondrer sans lui. Alors que les gardes l'entouraient, elle croisa le regard de Caisse. Il fit un léger signe de tête, un message que seule elle comprendrait. Je viendrai te chercher ce soir. Ils l'enfermèrent dans ses appartements avec 4 gardes à l'extérieur et 2 sous sa fenêtre. Les cris de Soline résonnèrent à travers les murs pendant des heures avant que quelqu'un, probablement un guérisseur, ne la sédate pour la faire taire. Assise sur son lit,
l'esprit en ébullition. Elle pouvait attendre que le roi entende raison. Mais si ce n'était pas le cas? Et si sa peur de la prophétie l'emportait sur tout? Et les dieux, Céline. Qu'est-ce que cela faisait à Céline? Vers minuit, Kay apparut à sa porte, renvoyant les gardes avec un ordre falsifié. 10 minutes, dit-il doucement. C'est tout ce que je peux te donner, Kay. Je sais que tu es innocente. Vont aussi, même s'il ne l'admettra jamais. Mais le roi est terrifié à l'idée de perdre Céline comme il a perdu la reine. Cette peur l'aveugle. Il lui tendit une cape à capuche. Il y a un tunnel de service derrière le garde-manger de la cuisine. Il mène à l'ancienne sortie de la citerne à un demi-mile de la citadelle. Prends-le. Cours. Je ne peux pas partir, Céline. Si tu restes, ils t'utiliseront comme bouc émissaire ou pire. Léora a déjà suggéré une exécution publique pour restaurer la confiance dans le trône. Sa voix était sombre. Va, dépasse les montagnes. Quand cette folie se dissipera, si elle se dissipe, je trouverai un moyen de te ramener. Brisée, mais elle savait qu'il avait raison. Rester ne ferait que blesser davantage Céline quand l'inévitable arriverait. Elle griffonna une note rapide. Petite, je suis désolé. J'ai promis de ne pas partir, mais ils te feront du mal si je reste. Tu es plus courageuse que tu ne le sais et plus aimée que tu ne le crois. Souviens-toi des tresses. Souviens-toi du thé. Souviens-toi que la solitude prend fin quand nous nous choisissons mutuellement. Je te choisis toujours. Elle la laissa sur la porte communicante. Puis elle suivit Kay à travers des couloirs sombres, à travers la cuisine où le personnel détourna délibérément le regard, dans le système de tunnel qui sentait la pierre et le temps oublié. Va, insista Kay à l'entrée du tunnel, avant que je ne change d'avis et ne te retienne pour te garder en sécurité. Merci, murmura Ella, de m'avoir cru. Remercie la reine. Elle m'a dit un jour que la miséricorde et l'amour valaient plus que la loi et l'ordre. J'essaie d'honorer cela. Il lui glissa une petite bourse dans la main. Des pièces et de la nourriture séchée. La plateforme. Où vas-tu? Elle hocha la tête. Alors c'est là que nous te chercherons. Quand ce sera fini, cours. Le tunnel semblait sans fin, son souffle s'embua dans le froid, ses nouvelles bottes résonnant sur la pierre ancienne. Quand elle émergea enfin dans la forêt, la neige tombait en épais rideaux, le vent coupant à travers sa cape comme des couteaux. Elle se dirigea vers le seul endroit qui avait du sens, la plateforme abandonnée où tout avait commencé. Elle était peut-être à mi-chemin quand cela arriva. Une sensation de déchirure sous ses côtes, soudaine et angoissante, comme si quelque chose de vital avait été arraché. Elle trébucha, haletante, la main pressée contre sa poitrine. Le lien, le fragile fil d'or qu'il avait connecté à Céline depuis cette première nuit. C'était grave, et au loin, porté par le vent, elle l'entendit. Un cri psychique d'enfant qui fit tomber la neige des arbres et envoya les oiseaux de nuit s'envoler dans le ciel. Céline l'avait senti partir, et le cauchemar de la citadelle ne faisait que commencer. Le cri commença dans la tour de Céline et se propagea comme une onde de choc. Lorvin était dans le bureau du roi, examinant les rapports frontaliers, lorsque toutes les fenêtres de la pièce explosèrent simultanément. Le verre vola en éclats vers l'intérieur dans une tempête scintillante et la température chuta si vite que son souffle gela en plein air. Dieu, il respirait déjà en courant à travers la citadelle. Le chaos éclata dans la grande salle. Les lustres se détachèrent de leurs attaches et s'écrasèrent au sol. Dans les cuisines, chaque pièce de vaisselle se brisa en même temps. Dans l'armurerie, les armes s'envolèrent de leur atelier, s'incrustant dans les murs et les plafonds. Et partout, le givre rampait sur la pierre comme des doigts agrippants, accompagné du gémissement angoissé d'un enfant qui semblait venir des fondations mêmes. Céline se tenait au centre de ses appartements, les yeux grands ouverts et sans regard, la bouche ouverte dans un cri sans fin plus psychique que physique. Son petit corps brillait d'une lumière blanc argentée, le pouvoir rayonnant d'ailes par vagues qui déformait l'air lui-même. Les deux servantes qui l'avaient surveillée gisaient inconscientes contre les murs, du sang coulant de leurs oreilles. Von atteignit le seuil en premier, et la pression psychique le mit presque à genoux. Céline, enfant, tu dois. Ces mots furent perdus alors qu'une autre vague de pouvoir explosait vers l'extérieur. Le mur et de la tour se fissura avec un bruit de tonnerre. Les pierres grinçaient les unes contre les autres. Toute la structure gémissait. Kay s'arriva quelques secondes plus tard, observant la dévastation avec des yeux écarquillés. Où est le roi? Ici. Le roi apparut de l'escalier, le visage pâle.
Il tenta de s'approcher de sa fille, mais fut repoussé par une force invisible, s'écrasant contre le mur du couloir assez fort pour fissurer la pierre. Elle a perdu le contrôle. Case cria par-dessus le rugissement psychique. Le lien quand elle a traversé les protections. Je sais. Le roi se releva avec difficulté. Le pouvoir se rassemblait autour de lui alors qu'il luttait contre la magie incontrôlée de sa fille. Céline, écoute ma voix. Tu dois venir. Non. Le mot explosa de Céline avec une force physique. Plus de fenêtres se brisèrent. Le sol sous eux se fractura. Des fissures en toile d'araignée couraient sur le marbre. Tu l'as renvoyé, hurla Céline, sa voix empreinte de quelque chose d'ancien et de terrible. Tout comme, mère. Tout ce que j'aime, tu les prends, tu les brises, et je suis seul, seul. La tour principale de la citadelle commença à pencher visiblement d'un côté. Léora apparut, son calme habituel brisé, son visage exsangue de terreur. Monseigneur, le mur sud s'effondre. Les protections faiblissent. Si elle continue, alors arrêtez-la. Le roi rugit. Je ne peux pas. Personne ne peut. La voix de Léora se brisa. Son pouvoir est celui des dieux. Je ne pensais pas qu'elle le pourrait. Je n'ai jamais voulu. Que as-tu fait? Von la saisit par les épaules, la secouant. Que as-tu fait? La preuve. Léora haleta. Je l'ai planté. Je pensais que retirer l'humain stabiliserait les choses, protégerait le trône de la prophétie, mais je n'avais pas réalisé. Elle regarda la destruction autour d'eux, l'horreur naissante. Le lien était plus profond que je ne le savais, le briser était la tuer. L'expression de Von devint meurtrière, mais il n'y avait pas de temps. Une autre vague psychique s'abattit sur la tour, et cette fois elle fit tomber une partie du plafond. La pierre s'écrasa là où Case se tenait quelques instants auparavant. Le roi se ressaisit et traversa la tempête psychique par pure force de volonté. Chaque pas en avant était une agonie, son propre pouvoir considérable étant à peine suffisant pour le protéger de la fureur incontrôlée de sa fille. Céline, dit-il, l'atteignant enfin, tombant à genoux devant sa petite forme lumineuse. S'il te plaît, ma fille, je sais que tu es en colère. Je sais que je t'ai déçu. Tu ne sais pas, des larmes coulaient sur son visage, s'évaporant en vapeur avant de pouvoir tomber. Tu ne sais pas ce que c'est de se sentir enfin entière et de se le faire arracher. Elle m'a vu. Elle m'a choisi. Et toi, tu as cru des papiers plutôt que ce qui était réel. Son chagrin était une chose vivante, déchirant la citadelle comme une lame. Dans la salle du trône en dessous, l'ancienne graine de pouvoir se fendit en deux. Dans les jardins, les arbres explosèrent sous la pression interne, la sève gelée se cristallisant en shrapnel mortel. Dans les donjons, les prisonniers se recroquevillaient alors que les murs des cellules s'effondraient autour d'eux. Un mage guérisseur nommé Cachion fit irruption dans la chambre de la tour. Ses robes roussies, son expression désespérée. « Votre Majesté, la force vitale de l'enfant. Elle la brûle trop vite. Si le lien n'est pas restauré, si elle ne se calme pas, il ne put finir, mais il n'en avait pas besoin. Ils comprenaient tous. Céline se tuait et emportait potentiellement toute la citadelle avec elle. Combien de temps? Le roi demanda, la voix brisée. Quelques minutes. Peut-être une heure si nous sommes chanceux. Mais monseigneur, il pourrait déjà y avoir des dommages permanents. Le lien entre l'héritier et le mage est une magie ancienne, plus ancienne que nos lignées. Le briser si violemment pourrait. Pourrait quoi? Briser son esprit complètement. Même si nous le restaurons, elle pourrait ne jamais se rétablir. Le visage du roi se transforma. Le chagrin, la rage et la terreur se disputaient la domination. Il tira Céline dans ses bras malgré le pouvoir qui brûlait autour d'elle, le laissant lui brûler la peau, sa voix rauque. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'avais peur. Et j'ai laissé la peur me rendre cruelle. Mais je vais arranger ça. Je te le jure. Je la ramènerai. Elle est partie. Céline sanglota contre sa poitrine. Elle est partie à cause de toi, parce que tu n'as pas cru. Tu n'as pas fait confiance. Je sais, et je passerai l'éternité à expier cela. Mais d'abord, tu dois tenir bon. S'il te plaît, petite, tiens bon encore un peu. Mais les sanglots de Céline s'affaiblissaient, son petit corps tremblant d'épuisement.
Le pouvoir autour d'elle vacillait dangereusement, ne se calmant pas, mais se déstabilisant davantage comme une flamme sur le point de se consumer entièrement. Von regarda le roi tenir sa fille mourante, regarda la citadelle s'effondrer autour d'eux, et prononça la vérité que tout le monde pensait, mais que personne n'osait dire. Si vous ne ramenez pas la femme maintenant, immédiatement, votre fille mourra. Il n'y a pas d'autre option, pas d'alternative. Aram Mororow doit revenir ou nous perdons tout. Le silence tomba, rompu seulement par les cris affaiblis de Céline et le gémissement de la pierre de stress. Le roi leva les yeux, son visage strié de larmes qu'il n'avait pas versées depuis la mort de la reine. Qu'est-ce? Où l'as-tu laissé s'échapper? Qu'est-ce rencontra les yeux de son souverain sans ciller. Le quai de la gare, monseigneur, où vous l'avez d'abord déçu, et où, s'il reste de la miséricorde dans ce monde maudit, vous pourriez la convaincre de revenir. Rassemblez-vous. Non. Le roi se leva, tenant toujours Céline, qui était devenue étrangement silencieuse dans ses bras. Il la passa soigneusement à cachant. Gardez-la en vie. Utilisez la magie du sang, le transfert de vie, tout ce qu'il faut. Vous êtes aux commandes. Renforcez les protections. Évacuez les niveaux inférieurs. Contenez les dégâts et les auras. La voix de Von était froide comme le cœur de l'hiver. Confinez-la dans ses appartements. Nous nous occuperons de sa trahison plus tard. S'il y a un plus tard, les yeux du roi trouvèrent la femme qui avait orchestré cette catastrophe. Vous vouliez protéger le trône. Vous l'avez peut-être détruit à la place. Priez que je revienne avec une mort qui sera le moindre de vos soucis. Léora s'effondra en sanglotant. Le roi se tourna vers Kess. Vous êtes avec moi. Vous connaissez le chemin. Et elle vous fait confiance. Monseigneur, si je puis me permettre, prenez un petit contingent. La forêt entre ici et pas de temps. Juste nous. Nous allons plus vite seuls. Il regarda Céline, sa petite forme blottie dans les bras du guérisseur, sa respiration superficielle et irrégulière. Tiens bon, ma fille. Je la ramènerai à la maison. Je le jure sur la mémoire de ta mère. Lui et Kess bougeaient avant que quiconque ne puisse protester, courant dans les couloirs brisés à travers la cour où Frost grimpait encore les murs vers les écuries. Derrière eux, une autre vague psychique pulsait faiblement à travers la citadelle, non pas destructrice, mais le cœur brisé. Le dernier appel désespéré d'un enfant pour quelqu'un qui ne pouvait plus l'entendre. Dans la tour, Cachion travaillait frénétiquement, canalisant sa propre force vitale vers Céline pour maintenir son cœur battant. Von criait des ordres, essayant d'organiser le chaos en quelque chose de supportable. Et Léora pleurait dans ses appartements, comprenant enfin que sa trahison soigneusement planifiée n'avait accompli qu'une seule chose. Elle les avait tous poussés au bord de l'anéantissement. Le roi et Kess chevauchaient dans la tempête, luttant contre le temps et la mort elle-même, vers une plateforme solitaire où une guérisseuse était assise dans la neige, ignorant que son retour était tout ce qui se tenait entre un enfant et l'oubli. La plateforme abandonnée ressemblait exactement à ce qu'elle avait été cette première nuit, vide, froide, oubliée de tout sauf de la mémoire. Assise sur le même banc de pierre, pieds nus à nouveau. Elle avait perdu ses bottes quelque part dans la forêt, trop engourdie pour remarquer quand le sommeil tombait en drap, trempant sa cape, mais elle le sentait à peine. La sensation de déchirure dans sa poitrine s'était estompée pour devenir une douleur sourde et constante, comme une blessure qui ne guérirait jamais tout à fait. Elle savait ce que cela signifiait. Céline était en train de mourir, ou proche de la mort, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire, sauf s'asseoir là où tout avait commencé et attendre la fin. Les souvenirs venaient maintenant sans y être invités, plus clairs qu'ils ne l'avaient jamais été. Les derniers mots de la reine. Il viendra te chercher. Laisse-le faire. Tu es la clé de tout. Le hurlement angoissé du roi alors qu'il berçait le corps d'Isara, son pouvoir explosant de chagrin, si profond qu'il avait brûlé la terre autour d'eux. Sa promesse désespérée à la reine mourante. Je les protégerai tous les deux. Ta fille est la guérisseuse. Je le jure, mon amour. Je le jure. Mais il avait échoué. Perdu en exil et passé 5 ans à se noyer dans la culpabilité et la distance. Incapable d'affronter ce que son besoin d'abri avait coûté. Des sabots brisèrent sa rêverie. 2 cavaliers émergèrent à travers la neige. Le roi et Kess, tous deux trempés et les yeux écarquillés. Le roi descendit de cheval avant que sa monture ne s'arrête complètement, traversant la plateforme avec fureur et désespoir rugissant sur son visage. Tu as fui, grogna-t-il. Comme une lâche, comme quelqu'un qui a une culpabilité à cacher. J'ai fui parce que tu m'as condamné. Elle se tenait tremblante de froid et de rage.
Tu as cru des documents falsifiés plutôt que tout ce que tu avais vu, plutôt que l'amour de Céline. Plutôt que ce que nous, elle s'étouffa avec les mots. Tu es tellement terrifié par la prophétie que tu as laissé la peur détruire la seule chose dont Céline avait besoin. Les preuves ont été plantées, espèce d'idiot, par Léora, qui voulait que je parte. Fissuré, mais tu étais prêt à y croire. Prêt à me jeter avant que je ne puisse te blesser en premier. Tout comme tu as jeté toutes les connexions après la mort de la reine. Le roi tressaillit comme s'il avait été frappé. Céline avait raison. Continua, les larmes coulant maintenant. Tu continues de briser les gens pour éviter de ressentir ton propre chagrin. Tu l'as enfermé. Tu t'es enfermé. Et quand quelque chose de réel a finalement percé, tu l'as détruit. Elle est en train de mourir. Le rugissement du roi a tout fait taire. Même le vent semblait retenir son souffle. Céline est en train de mourir parce que le lien s'est brisé, parce que j'avais tort. Parce que sa voix s'est brisée, parce que j'ai peur d'aimer quoi que ce soit. Après avoir vu Isara tomber, il s'est effondré sur le banc. Des siècles de sang-froid s'effondrant enfin. Les chasseurs sont venus me chercher cette nuit-là parce que j'étais faible, blessé, désespéré. Ta grand-mère nous a abrités, moi et Isara, Dieu. Isara m'a retrouvé là avec Céline bébé. Elle est arrivée juste au moment où les chasseurs ont attaqué. Je me souviens avoir murmuré. Elle m'a sauvé. Elle a pris la lame destinée à mon cœur. Je suis arrivé trop tard. J'ai vu l'argent dans sa poitrine. Je t'ai vu courir. J'ai vu ma femme mourir pour une étrangère. Qu'elle n'avait jamais rencontrée. Tout ça parce que j'avais apporté la mort à cette porte. Ses mains tremblaient. Je lui ai promis de vous protéger tous les deux. Au lieu de cela, je t'ai perdu à l'exil et je me suis tellement enfoui dans le chagrin que je n'ai pas pu voir ma propre fille se noyer à côté de moi. Il leva les yeux, ses yeux anciens bruts de larmes non versées. Puis tu es apparu sur cette plateforme. Les mêmes yeux que ma femme morte, la même miséricorde qui a coûté tout à Isara. Et j'étais terrifié. Terrifié à l'idée de te laisser près de Céline, ce qui vous condamnerait tous les deux, que la prophétie me forcerait à choisir entre vous et que j'échouerais encore. Alors, tu as choisi de me repousser en premier. Oui, l'aveu était brisé, et en essayant d'éviter la prophétie. Je l'ai accompli. J'ai brisé le cœur de ma fille moi-même. Ara s'agenouilla devant lui, ses mains trouvant les siennes gelées. Elle a besoin que tu fasses confiance, que tu crois que l'amour n'est pas une faiblesse. J'ai besoin de toi, dit-il d'une voix rauque. Pas seulement pour Céline, pour moi-même. Tu me fais me souvenir de ce que c'était d'être humain. Espérer, craindre, ressentir. Reviens, s'il te plaît. Pas comme prisonnier ou serviteur ou même juste le compagnon de Célène. Reviens comme quelqu'un dont nous avons tous les deux besoin pour survivre. À une condition, la voix était toujours douce sous la douceur. Plus de secrets. Dis la vérité à Céline sur sa mère, sur la prophétie, sur tout. Elle mérite l'honnêteté, pas une protection construite sur le silence. Le roi hésita, puis hocha la tête. Tout. Je le jure. Alors, ramène-moi à la maison. Ils chevauchèrent à travers l'aube se levant sur les montagnes. Assise devant le roi sur sa monture, enveloppée dans son manteau. Elle sentit la force vitale de Céline vaciller comme une bougie dans le vent de la tempête. Faible, mais toujours brûlante. Plus vite, insista-t-elle, et le roi n'eut pas besoin de plus d'encouragement. La citadelle était une ruine de tours fissurées et de fenêtres brisées. Le givre s'accrochait encore au mur, et la porte principale était de travers. Mais dans la chambre de Céline, un petit battement de cœur persistait. Ara courut vers le lit où Céline gisait, pâle comme la mort. Les mains de Cachin brillaient alors qu'il canalisait ce qui restait de sa force pour la maintenir en vie. Céline, murmura-t-elle, serrant l'enfant dans ses bras. Je suis là. Je suis là, petite. Les yeux de Céline s'ouvrirent en papillonnant, gris et anciens et se remplissant de larmes. Tu es revenu. Toujours. Je reviendrai toujours. Si tu repars, la voix de Céline était ténue. Je ne survivrai pas. Alors je ne partirai pas. Pas sans toi. Nous nous choisissons. Tu te souviens? Quoi qu'il arrive, où que nous allions, nous sommes ensemble. Elle pressa son front contre celui de Céline. C'est ma promesse, ma vraie. Une lumière dorée jaillit entre elles. Chaud,
Doux, n'est-ce pas? Le lien rompu se reforma, plus fort qu'avant, et la couleur inonda les joues de Céline. Sa respiration s'approfondit. L'atmosphère oppressive de la citadelle se dissipa comme un brouillard qui se dissipe. Cachion s'affaissa de soulagement. Le lien est stable. Elle vivra. Derrière eux, Von tomba à genoux. Ladia, je vous ai douté, soupçonné, et nous avons failli tout perdre. Je jure une loyauté renouvelée à l'héritier et à vous. Je ne faillirai plus. Kay s'agenouilla à ses côtés. Je me tiendrai entre vous et quiconque voudrait vous nuire, sur mon honneur et ma vie. Seule Léora resta debout, tremblante dans l'embrasure de la porte. Je confesse, dit-elle d'une voix rauque. J'ai planté l'épreuve. J'ai organisé la fausse réunion. Je voulais protéger le trône de la prophétie et au lieu de cela, elle regarda la destruction. J'ai failli tout détruire. Je m'attends à l'exécution. Elle rencontra le regard du roi. Puis se tourna vers Léora. Céline a besoin de stabilité, pas de plus de morts. Tu serviras la citadelle. Tu la serviras vraiment, quelle que soit la capacité qui réparera les dégâts que tu as causés. Rédemption, pas exécution. Les yeux de Léora s'écarquillèrent de choc et de honte. Je ne mérite pas. Aucun de nous ne mérite la miséricorde, dit-il doucement. Mais nous l'offrons quand même. C'est ce qui nous rend humains. 3 jours plus tard, le roi convoqua ceux qui restaient de la cour. Une nouvelle alliance commence aujourd'hui, annonça-t-il, sa voix portant à travers la salle du trône réparé. Les humains peuvent occuper des positions protégées au sein de notre royaume, et Mororo est nommé gardien de l'aube, gardien de l'air, ancre magique et membre honoré de cette cour. Des murmures parcoururent l'assemblée, mais personne n'osa protester. Pas après avoir été témoin de ce que le chagrin de Célène pouvait déchaîner. La prophétie parlait de destruction ou de salut par le sacrifice de sang, continua le roi. Elle n'exigeait ni l'un ni l'autre. Le lien du mage mortel avec ma fille a stabilisé des pouvoirs qui nous menaçaient tous. La prophétie est accomplie, non par la mort, mais en choisissant l'amour plutôt que la peur. Plus tard, en privé, le roi trouva un jardin. La cour te mettra à l'épreuve. Ce n'est pas fini. Je sais, elle sourit légèrement, mais nous avons survécu à pire. Nous l'avons fait, sa main trouva la sienne, interrogative et hésitante. Merci de l'avoir sauvé. De m'avoir sauvé. Nous nous sommes sauvés mutuellement, corrigea-t-il. Des semaines plus tard, et Céline retourna à la plateforme abandonnée, qu'est ses 2 gardes maintenant une distance respectueuse. Ils portaient des couvertures, de la nourriture et des fournitures de guérison, les laissant pour les voyageurs qui pourraient avoir besoin d'un abri comme elle en avait eu autrefois. Céline plaça soigneusement un sac en papier brun sur le banc. Pour la prochaine personne solitaire, c'est parfait, dit-elle doucement. La pluie commença à tomber. Un doux nettoyage. Céline glissa sa petite main dans la sienne et ils se tinrent ensemble, regardant l'eau assombrir la pierre. « Es-tu toujours seul ?» demanda Céline. Il regarda l'enfant qui avait vu son cœur cette première nuit à la citadelle s'élever au loin. Toujours dangereuse, toujours pleine d'ombre, mais aussi pleine de possibilités. « Non, dit-elle sincèrement. Je ne suis plus seule. »« Moi non plus, murmura Céline. Je t'ai et tu nous as. » Ils retournèrent ensemble vers la citadelle, guérisseuse et héritière, humaine et vampire, mère et fille d'une sorte, laissant la plateforme abandonnée derrière eux. Mais ils y retourneraient pour se souvenir, pour aider les autres, pour honorer l'endroit où 2 âmes brisées s'étaient trouvées dans la neige et avaient tout changé. La pluie lava les vieilles peines, et dans les tours de la citadelle, des bougies brûlaient contre l'obscurité. Une lumière qui perdurerait jusqu'à la fin.